Cinquième vidéo sur le calcul différentiel. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur la règle de la chaîne. On va revenir sur cette formule et puis l'appliquer dans au moins un cas particulier, un exemple, pour bien comprendre cette règle. Et puis je donnerai une version de formule, une formule de la formule un peu à la physicienne qui permet de photographier cette formule et de comprendre comment on l'applique. Et puis ensuite, on fera l'exercice sur les équations aux dérivées partielles. Et je présenterai les exercices de TD qu'il faut chercher. Donc il faudra chercher demain, donc je vous laisserai la matinée pour le chercher. Et puis en fin de matinée, je mettrai les corrigés et on fera une visioconférence bilan. Donc demain matin, il faut absolument chercher les exercices du TD sur les équations, sur le calcul différentiel pour que la visioconférence soit efficace. Alors je reviens sur la formule de la chaîne. La formule de la chaîne, donc je rappelle le contexte, on a une fonction phi et une fonction f. Au départ, on part de R. Et à un temps t, j'associe par phi un vecteur dans un espace Rp. Donc ça, c'est un arc paramétré. C'est un vecteur. Ensuite, j'applique une fonction f qui a un vecteur associe de nouveau un nombre réel. Donc f mesure par exemple un potentiel en ce vecteur. J'obtiens donc la valeur f rond phi de t, que je vais appeler g de t. G, ce sera la composée f rond phi. Donc on est parti d'une variable réelle et on associe un réel. Donc ma fonction g, elle va de R dans R. Je peux donc avoir envie de calculer sa dérivée en t. C'est ce que désigne le f rond phi prime ici. La formule de la chaîne, elle me dit que cette dérivée se calcule par ça, cette somme qui correspond en fait à un produit scalaire, au produit scalaire du gradient de f en phi de t, multiplié, avec le vecteur phi prime de t. En effet, le gradient, c'est d1f, d2f, dpf, et je fais le produit scalaire avec le vecteur dérivé, phi'1, phi'2, phi''p. Quand je fais le produit scalaire de ces deux vecteurs, j'obtiens phi'1 d1f plus phi'2 d2f plus etc. Donc je rappelle que cette formule en fait correspond aussi à une formule de composition de différentiel. Ici, le phi' de t c'est un vecteur de Rp et j'ai pris ce vecteur et je l'ai appliqué à l'application linéaire qui va de Rp dans R, qui est la différentielle de f au vecteur phi de t. Donc j'obtiens bien une application linéaire de Rp dans R appliquée à un vecteur Rp, j'obtiens bien un nombre réel. Ok. Prenons un exemple. Imaginons que mon arc paramétré, ce soit l'arc cosinus t, sinus t. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au temps t réel, j'associe par la fonction phi un vecteur. Alors ce vecteur va être normé. Il va avoir pour coordonnées cosinus, sinus. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un vecteur tournant. D'accord? Je suis en train de tourner lorsque t varie. Je suis en train de tourner sur le cercle unité ici. Donc ça, c'est phi de t. C'est un vecteur. Et maintenant, imaginons que j'ai une fonction f qui soit définie sur r carré, par exemple, ou au moins sur un ouvert de r carré, et qu'à xy associe f de xy.
Donc ça, ce sera une fonction potentielle. Il faut imaginer qu'à chaque vecteur, j'associe un potentiel. Le potentiel, c'est la valeur de la fonction f. Maintenant, je compose les deux. Et je me pose la question, quelle est la dérivée de la composée? J'utilise la formule de la chaîne. Comment j'utilise la formule de la chaîne? Eh bien, phi'1 de t. Alors, qu'est-ce que c'est que phi'1 de t? Phi'1 de t, c'est la première coordonnée de mon arc paramétré. Donc, phi'1 de t, c'est cosinus t. Phi'1 de t, ce sera moins sinus t, que je vais devoir multiplier par la dérivée partielle première de f par rapport à la première variable, donc que j'aurai obtenue en fonction de x et y, et où je vais remplacer x par cosinus, y par sinus. Et à cela, je dois ajouter phi' de t, donc phi2 c'est sinus, phi'2 ce sera cosinus de t, multiplié par la dérivée première de f par rapport à la seconde variable, que je vais évaluer au vecteur cosinus t, sinus t. Et c'est tout. Alors, allons faire un exemple jusqu'au bout. Imaginons que j'ai une fonction f. Ma fonction f, c'est la fonction qui a xy associe 1 sur x carré plus y carré. Que se passe-t-il? Eh bien, je vais pouvoir calculer d1f et d2f. Donc, je vous laisse calculer d1f et d2f. Vous allez les trouver en fonction de x et y, les fonctions qui a x et y associées. Puis, vous allez remplacer les x par cosinus, les y par sinus. Vous allez calculer cette combinaison linéaire ici, moins sinus t, etc., plus cosinus t, etc. Et vous allez simplifier. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Dans ce cas particulier, vous devez obtenir 0. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit obtenir 0? Regardez ce qui se passe. Au début, j'ai pris une fonction g, une fonction f, 1 sur x carré plus y carré. Donc ça, en fait, en polaire, c'est 1 sur r au carré. C'est-à-dire que sur le cercle unité ici, sur l'arc paramétré cosinus t sinus t, cette fonction, elle vaut, eh bien, elle vaut 1. Elle vaut 1 sur 1 au carré. C'est-à-dire que ma fonction g, c'est une fonction qui a un paramètre t associé 1. Ma fonction g de t est une constante. Et si g de t est une constante, eh bien, je dois retrouver que sa dérive est nulle. On verra un exercice qui généralise ce phénomène. Alors maintenant, j'avais dit, comment note ces choses, comment le physicien note-t-il cette formule de la chaîne? Alors, le physicien va dire que g' de t, ce sera égal à cette expression-là. Alors, on reconnaît nos différents éléments. Ici, le df sur dx1, c'est quoi? Df sur dx1, c'est mon d1f. df sur dx2, ce sera mon d2f. Ensuite, donc il ne note pas phi1, phi2, il note x1 et x2, et il dit le phi'1, ce sera en fait la dérivée de ma première composante de ma fonction phi par rapport au temps, c'est-à-dire, comme je l'ai appelé x1, ce sera dx1 sur dt. Donc mon phi'1 de t, c'est dx1 sur dt. Mon phi'2 de t, c'est dx2 sur dt. Alors c'est super pratique cette formule, parce qu'on a l'impression que ça se simplifie. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que la dérivée de f par rapport au temps, c'est, sous-entendu, il y a deux variables. Eh bien, la dérivée de f par rapport au temps en passant par la première variable, plus la dérivée de f par rapport au temps en passant par la seconde variable. Alors c'est très pratique, mais il y a quand même un bel abus de notation. Ici, le x1 qui est ici, c'est une variable. Ça veut dire on a dérivé la fonction f par rapport à sa première variable. Donc ça, c'est une variable. Alors que le x1 qui est ici, oui, c'est une fonction.
c'est une fonction de t. C'est en fait la fonction qui apparaît dans la première coordonnée de mon paramètre phi. Donc les x1 ici et ici n'ont pas la même signification. Cette formule est très jolie, mais elle n'est utile que si on a bien conscience que les objets que l'on manipule, que l'on écrit, n'ont pas la même signification ici et ici. Par contre, elle est effectivement très photogénique, et donc elle permet de retenir, peut-être de manière plus rapide, la formule de la chaîne ici. Mais c'est la même chose, on fait la même chose. Alors, corollaire. Corollaire de cette formule de la chaîne, à quoi est-ce qu'elle sert? Elle sert à établir en fait les formules plus générales de composition. Donc ici, je rappelle le contexte, j'ai une fonction phi qui va de R2 dans R2, c'est-à-dire que ma fonction psi, elle va prendre un vecteur, elle associe un vecteur, et ensuite je compose avec une fonction f qui va de ce R2 dans R. Et la question que je pose, c'est que se passe-t-il lorsque je vais dériver, ou plutôt différencier ici, puisque ça va être une fonction à deux variables, f rond psi. Il faudra différencier les psi et les phi. L'idée est la suivante, pour différencier g, je vais regarder ses dérivées partielles. Donc les dérivées partielles par rapport à la première variable, par rapport à la seconde variable. Regardons la dérivée partielle par rapport à la première variable de la fonction g. Que se passe-t-il? Comment calcule-t-on une dérivée partielle d'une fonction vectorielle en regardant une fonction partielle, les fonctions pi? Donc les fonctions pi, ce sont des fonctions partielles. Je ne vais faire varier que la première variable, c'est-à-dire que quand je suis en A, je vais remplacer le A1 par un t et le A2 restera A2. Donc je suis en train de partir d'un réel t. Par une fonction pi1, j'associe en fait t à 1, et surtout j'associe en fait psi de t à 1. Donc c'est-à-dire que là je suis encore allé plus loin. Je pars d'une variable t réelle, par pi1, je construis un vecteur, et je le compose par psi, avant d'appliquer f, qui me donnera le potentiel. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais dériver tout ça, j'ai ma fonction arc paramétrée, phi, qui va être la composée de psi et de pi. C'est-à-dire, je vais prendre un réel et je vais lui associer psi de t à 2. Donc ça, en fait, c'est ce que j'avais noté tout à l'heure, psi de pi1 de t. L'avantage, c'est que j'ai de nouveau un arc paramétré phi, que je compose avec une fonction f potentielle, et donc je peux utiliser la formule de la chaîne. Et la formule de la chaîne, elle me permet donc de calculer la dérivée partielle première de f rond psi par rapport à la première variable, et elle me dit, ça va être égal à phi'1 de t d1f de d1 de f en psi de a plus phi'2 de t fois d2f en psi de a. Alors même précisément ici, ce ne sont pas des phi de a, ce sont des phi de a1, d'accord? Mais phi de a1, c'est pareil que psi de a. Regardez dans votre composé, phi de a1, c'est psi de pi1 de a1, donc c'est psi de a1 a2. Donc ça fera bien psi de a.
Donc j'ai anticipé cette partie-là. Et maintenant, regardons ce que deviennent les phi'1 de t et phi'2 de t. Phi'1 de t, alors je suis en A1, pardon. Donc phi'1 de A1 et phi'2 de A1. Phi'1 de A1, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de mon arc paramétré en A1. Eh bien, ce sera rien d'autre que la dérivée par rapport à la première variable, puisque je ne fais varier que la première variable de mon vecteur, de la composée de psi et pi1, c'est-à-dire la dérivée par rapport à la première variable de psi1 de A. Et ici, pareil, phi'2 de A1, ce sera la dérivée par rapport à la première variable de ma deuxième composante, psi2. D'où cette formule. Donc cette formule, c'est la formule de la chaîne. Pareil pour l'autre. Voyons ce que ça donne lorsqu'on applique cette formule sur des cas particuliers. Donc j'ai remis les deux formules de composition ici à retenir et je vais appliquer dans un cas particulier. Donc cette fois, je prends la fonction psi qui est un changement de coordonnées. C'est-à-dire qu'au début, un vecteur est coordonné à des coordonnées x, y, et je change ces coordonnées en des coordonnées uv. Donc u, ce sera cette quantité, et v, ce sera cette quantité. Donc j'ai fait un changement de base en fait, hein, d'accord? Je suis passé des coordonnées x, y aux coordonnées uv. Et maintenant, je pose g égale f de psi. Donc que se passe-t-il? La dérivée de g par rapport à x, donc c'est-à-dire la dérivée de la composée par rapport à la première variable de g, ce sera x, la seconde, ce sera y. Donc ici, le d1 de f rond psi, c'est égal à ça. Alors j'applique cette formule. Quelle est la dérivée première de psi1 par rapport à la première variable, hein, d1 psi1. d1 psi1. Donc psi1, c'est ça. La première variable, c'est x. Quelle est la dérivée de cette expression par rapport à x? Dérivée partielle de cette expression par rapport à x, c'est a. Donc ce a, ici, correspond au d1 psi1 en a. Ensuite, le d1f en psi de a, c'est le d1f en changement de variable. Qu'est-ce que c'est que psi de xy? Eh bien, ce sera ax plus by plus c, a'x plus b'y plus c'. D'accord? Donc là, le vecteur a ici, attention ne pas confondre ce petit a et ce petit a, ça n'a rien à voir. Ce vecteur a, c'est en fait le vecteur xy. Donc quand j'applique d1f en psi de a, j'applique d1f en psi de xy, c'est-à-dire en uv. Donc en ça. Donc ça, c'est la première partie. La suite ne devrait pas poser trop de problèmes. Le d1 psi 2, qu'est-ce que c'est que le d1 psi 2? C'est la dérivée par rapport à la première variable de psi 2. Psi 2, c'est ça. La première variable, c'est x. Quelle est la dérivée partielle de cette expression par rapport à x? C'est a', multiplié par cette quantité. Donc là, l'essentiel, c'est d'avoir compris que ça, c'est ce qui est... ce petit a, c'est la dérivée de cette expression par rapport à x. Ce a', c'est la dérivée de cette expression par rapport à x. Donc la dérivée de la première composante par rapport à x, le du sur dx, et ici, le dv sur dx. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est que ça, c'est df sur du sur dx, plus df sur dv fois dv sur dx. Et ici, ce sera pareil. Sauf que là, ce sera
df sur du fois du sur dy, puisque je dérive par rapport à y, plus df sur dv fois dv sur dy. Et effectivement, regardez, le du sur dy, donc le du sur dy, bah c'est b, et le dv sur dy, c'est b'. Donc voilà l'explication de cette formule. Encore une fois, une application de la formule de la chaîne. On peut aller plus loin. Si je veux dériver 2 fois g par rapport à dx, puis par rapport à dx. Donc je vais dériver cette fonction que j'ai obtenue ici par rapport à x encore. Qu'est-ce que je veux obtenir? Donc je vais dériver cette expression par rapport à x. Cette expression dépend de 2 variables. D'accord? Le x, il apparaît dans la première variable et dans la seconde variable. Donc la dérivée de cette expression par rapport à x, c'est a facteur 2. La dérivée de cette expression par rapport à x fois a, encore une fois, plus la dérivée de cette expression par rapport à y, à la seconde variable, fois a'. Encore une fois, la dérivée de v par rapport à dx. Donc je vais obtenir a carré fois la dérivée de f par rapport à la première et encore par rapport à la première, donc df sur d2f sur dx, plus a fois a' fois d2f fois dx dy. Vérifions. Ici, j'ai a carré fois d2f sur dx et a' fois d2f sur dx dy. Alors moi, je l'ai qu'une seule fois pour l'instant. Pourquoi est-ce que je l'ai 2 fois? Parce que quand je vais dériver cette partie par rapport à la x à nouveau, je vais avoir a' fois la dérivée de cette expression par rapport à la première variable u fois a, et c'est là que je vais retrouver le a' fois le d2f sur dx dy, mais par produit croisé, le dx dy c'est le même que le dy dx, et je vais donc obtenir 2 fois a' fois d2f sur dx dy, et je vous laisse trouver d'où vient le dernier coefficient. Le dernier coefficient vient de cette partie-là, quand je vais dériver cette expression par rapport à v, donc le d2f sur dv, donc sur dy dy, multiplié par le dv sur dx, et le dv sur dx, ça va me faire du a' carré. Pas facile, mais c'est pas facile à écrire en plus. L'essentiel, enfin, ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez bien compris d'où vient cette formule, que vous l'ayez écrite comme ça au brouillon, et que vous réappliquiez cette expression pour dériver une nouvelle fois cette dérivée partielle par rapport à x, jusqu'à ce que vous tombiez sur cette expression. Une fois que vous êtes tombé sur cette expression, entraînez-vous à refaire les deux autres. Donc là, c'était des changements de coordonnées affines, on dit, parce que on a, vous voyez ici, on a posé u et v qui varient de fonctions, comme des fonctions affines des anciennes coordonnées x et y. Une autre formule pratique, c'est lorsqu'on fait un changement de coordonnées en coordonnées polaires. Donc on passe de xy à ρθ ou de ρθ à xy. Donc ici, on passe de ρθ à xy. C'est-à-dire que j'ai au départ ρ et θ, ça ce sont mes variables, et je construis x et y en posant x égale ρ cosinus θ, y égale ρ sinus θ. Donc je vais construire une fonction ici qui va dépendre de ρ, pardon, ici c'est pas x et y, mais qui va dépendre de ρ et θ.
hein, c'est important, ça dépend de ρ et θ. Très bien, donc c'est la fonction composée, et maintenant je veux dériver cette fonction composée par rapport à ρ et par rapport à θ. J'applique la formule. La formule, je l'écris ici en substance, donc je vais dériver cette composée-là. Donc ça va faire df sur... Alors f dépendait de x en fait, donc sur dx fois dx sur dρ plus df sur dy fois dy sur dρ. Ce qui va me donner, donc le dx sur dρ, c'est cosinus θ. dy sur dρ, c'est sinus θ. Et donc j'obtiens bien cosinus θ fois la dérivée de f par rapport à sa première variable, df sur dx, plus sinus θ fois la dérivée de f par rapport à sa seconde variable, dy. Quand je veux calculer cette dérivée partielle par rapport à θ, ben je vais appliquer la même chose, ça me fera du df sur dx fois dx sur dθ plus df sur dy, non c'est ça, df sur dy fois dy sur dθ. Donc le dx sur dθ, ben c'est le moins ρ sinus θ, le dy sur dθ, c'est le ρ cosinus θ. Et j'obtiens encore une fois cette expression. Je pourrais avoir envie de dériver encore une fois toutes ces expressions par rapport à ρ et par rapport à θ. Donc ici, je dériverai cette expression par rapport à ρ et par rapport à θ. Alors, exercice. Exercice d'application pour comprendre l'utilisation de ces formules. On va essayer de résoudre une équation dérivée partielle. Donc, une équation dérivée partielle, c'est une équation qui fait intervenir les dérivées partielles de f, première ou seconde, par rapport à ces différentes variables. Ici, on part de l'équation d rond f sur d rond x moins d rond f sur d rond y est égal, donc à un second membre, 8x plus 16y. F, c'est une fonction de classe C1, de R2 dans R. C'est très difficile de faire ce genre d'équation tout seul, c'est difficile. On verra des équations plus simples. Dans le TD, il y a des équations plus simples à résoudre. Donc ça, c'est considéré comme une équation difficile. Normalement, il y a une indication. On va vous suggérer de faire un champ de variable, et donc là, il faut faire confiance et utiliser le changement de variable. Si on ne vous donne pas d'indication, c'est qu'il faut faire un changement de variable affine. Donc vous devez poser u égale ax plus by plus c, v égale a'x plus b'y plus c', faire les calculs avec du ABC, A'B', C', et à la fin, choisir des bonnes valeurs ABC, A'B', C', pour se ramener à une équation aux dérivées partielles plus simple. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une équation aux dérivées partielles plus simple. Donc là, c'est pas le cas, on nous donne le champ de variable, donc on se laisse guider. Le but est de trouver une équation aux dérivées partielles équivalente en une fonction composée g qu'on va qualifier de plus simple. Alors, où est-ce qu'elle est, mon équation aux dérivées partielles plus simple? Elle va être ici, mais elle n'est pas encore... Enfin, il faut agir, il faut encore faire une simplification. Vous voyez, je vais obtenir que dg sur du plus dg sur dv moins dg sur du plus dg sur dv est égal à quelque chose. En fait, ce qui va se passer, c'est que les dg sur du vont simplifier. Et donc, je vais obtenir dg sur dv égale 6u moins 2v. Alors, qu'est-ce que c'est que ce u et ce v? Ce sont les nouvelles variables après le changement de coordonnées. Pourquoi est-ce que cette équation
est considérée comme plus simple, parce qu'elle ne fait intervenir qu'un seul terme. Alors il peut être dérivé une fois ou deux fois, hein, peu importe, mais il ne fait intervenir qu'un seul terme, égal à une fonction de u et v. Alors, terminons la résolution. Imaginons qu'on soit arrivé jusqu'ici. Terminons la résolution. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que je cherche une fonction g de u et de v, dont la dérivée partielle par rapport à v est ce polynôme en u et v. À quoi ressemble ma fonction g? Ma fonction g ressemble à une primitive de cette expression par rapport à v. C'est-à-dire que je vais intégrer par rapport à v l'expression 6u moins 2v. Donc ça, c'est considéré comme une constante en v. Donc, ça me fera 6uv. Ça, le 2v, c'est la dérivée de v carré. Avec le signe moins, donc, ça fera moins v carré. Et surtout, n'oublions pas, j'intègre, donc il y a une histoire de constante. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de constante? J'intègre par rapport à v. La constante, c'est n'importe quelle fonction de u. La fonction phi est quelconque. Ça peut être une fonction exponentielle, cosinus, sinus, n'importe quoi, qui n'a même pas forcément d'expression analytique, c'est n'importe quelle fonction phi de u. Pourquoi? Parce que quand je dérive par rapport à v, cette fonction phi de u, de toute manière, va disparaître. Elle est considérée comme une constante en v. Donc voilà comment on résout une équation dérivée partielle simple, c'est-à-dire où il n'apparaît qu'une dérivée partielle par rapport à une ou deux variables, mais qu'une seule dérivée partielle et non pas une combinaison linéaire de dérivées partielles. Alors revenons à notre équation. Notre équation, elle nous dit je fais un champ de variables u et v. J'applique la règle de la chaîne à la physicienne. Donc df sur dx, ce sera le dg sur du fois du sur dx plus dg sur dv fois dv sur dx. C'est-à-dire du sur dx, c'est 1, dv sur dx, c'est 1. Donc ça fait dg sur du plus dg sur dv. Qu'est-ce que c'est que g, c'est une fonction telle que g de u de xy v de xy soit égal à f de xy. Donc par rapport à ce qui précède, attention, ici c'est inversé, c'est-à-dire que la fonction que l'on suppose avoir, c'est la fonction g, et f va devenir ma fonction composée. Ça va être la composée de g et de uv, d'accord, de ma fonction uv. Phi, c'est la fonction qui a x, y, associe u de xy, v de xy. C'est-à-dire la fonction qui a xy associe x plus y, x moins y. D'accord? Et donc là, c'est f, c'est g rond phi. Attention, on a inversé, ça il faut savoir s'adapter à l'exercice, on a inversé les rôles de f et g par rapport aux formules qu'on avait établies dans le paragraphe précédent. Donc quand j'applique mes formules, il faut inverser les places de f et g dans mes formules. C'est pour ça que j'ai ici du df sur dx, et là du dg sur du, dg sur dv. Donc j'obtiens cette quantité. Le df sur dy, donc dérivé de ma composée par rapport à cette seconde variable, pareil, formule de la chaîne, j'obtiens dg sur du moins, alors d'où vient le moins? Parce que c'est en fait le dg sur dv,
enfin le dv sur dy, le dv sur dy c'est moins 1. D'accord? Il faudrait l'écrire ici, dv sur dy, ça c'est moins 1. Ça c'est 1, ça c'est moins 1. Donc dg sur du moins dg sur dv. Et quand je reviens à mon équation de départ, elle me disait df sur dx moins df sur dy égale à quelque chose. Donc je reprends mon df sur dx, je lui soustrais le df sur dy. Donc df sur dx moins df sur dy, je fais ça moins ça, et j'obtiens cette expression. Donc c'est là que ça simplifie, et que j'obtiens finalement le 2 fois dg sur dv, qui est égal à cette expression. Oui, d'ailleurs, il doit manquer un facteur 2. Bon, les calculs sont justes, hein, je les ai refaits hier, mais et donc finalement, après, je reviens à f de xy. Donc qu'est-ce que c'est que f de xy? Je rappelle, le f, c'est le g rond phi. Donc le f de xy, je n'ai plus qu'à remplacer le u par x plus y, le v par x moins y, et développer tout ça, en n'oubliant pas la fonction phi de u. Ah, là, il y a un problème par contre, ça c'est un plus, parce que phi de u, c'est phi de x plus y. Et donc là, c'est pareil, c'est phi de x plus y. Donc nécessairement, mes fonctions doivent être sous cette forme. Ensuite, je cherchais quand même des fonctions de classe C1. Donc ça, c'est de classe C1, ça c'est de classe C1, ça c'est de classe C1. Le problème, c'est que mon phi ici, jusque-là, j'ai dit phi est quelconque. Mais si je veux que f soit de classe C1, il faut que phi soit aussi de classe C1. Donc c'est-à-dire que là, quand j'ai intégré, j'avais un phi quelconque, mais que la condition f doit être de classe C1, en synthèse, on doit ajouter la condition phi est une fonction de classe C1. Donc on a fait une analyse, ça doit être sous cette forme, et là en fait il faut faire une synthèse en disant, quand je fais la synthèse, mon phi doit être de classe C1. Donc les solutions de cette équation aux dérivées partielles, c'est toutes les fonctions f qui vérifient cette égalité. Le même exercice peut être fait différemment. Le même exercice peut être fait cette fois en mettant les f et les g dans le même ordre que dans l'énoncé de la formule au-dessus. Je m'explique. On a donné les changements de variables u et v en fonction de x et y. Imaginons qu'on nous demande de calculer dg sur dv. Comment est-ce qu'on peut calculer dg sur dv? Eh bien, l'idée, ce serait d'écrire que g, c'est f d'une fonction d'un paramètre, donc que je vais appeler phi, mais attention, c'est pas le même phi que tout à l'heure, cette fois, c'est une fonction phi qui a u v associe xy. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'exprime x et y en fonction de u et v cette fois. Donc le contraire de ce qu'on me donne dans l'énoncé. Donc il faut que j'exprime x et y comme des fonctions de u et v. Quelles sont ces fonctions? Alors je prends ce système, je le résous très facilement. En faisant les demi-sommes et demi-différences des deux lignes, j'obtiens que x c'est u plus v sur 2 et y c'est u moins v sur 2. Donc là, j'ai exprimé x et y en fonction de u et v. Donc je vais pouvoir dériver g par rapport à u et v en écrivant que g de uv c'est f de x de uv plus, enfin x de uv, y de uv. C'est-à-dire f de, je remplace, u plus v sur 2, u moins v sur 2.
Vous voyez l'expression là, g de uv, c'est ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai inversé le changement de variable. Maintenant, c'est g qui va s'exprimer sous la forme de f de phi de u et v. Et j'applique la règle de la chaîne. Donc dg sur dv, la dérivée de g par rapport à sa seconde variable, ça va être df sur dx, dx sur dv, plus df sur dy, dy sur dv. Donc df sur dx, pas de problème. Df sur dy, pas de problème. Que vaut dx sur dv? Donc x, c'est u plus v sur 2. Dx sur dv, c'est 1 demi. Dy sur dv, c'est moins 1 demi. Et je retombe sur cette expression. Donc f vérifie l'équation aux dérivées partielles si et seulement si dg sur dv va être égal à 1 demi de df sur dx moins 1 demi de df sur dy, sauf que 1 demi, je le mets en facteur et j'obtiens le df sur dx moins df sur dy. Si df sur dx moins df sur dy est égal à 8x plus 16y, dg sur dv va être égal à la moitié, c'est-à-dire 4x plus 8y. Je remplace les x et y par leur valeur. Donc je redivise par 2, ça fait 2u plus v, et je redivise par 2 plus 4u moins v, et je retombe sur mon 4u moins 2v. Là, le calcul de la suite est la même, c'est-à-dire j'ai une fonction g dont la dérivée par rapport à v doit être égale à ce polynôme. J'intègre ce polynôme en v en rajoutant une constante de u qui doit à la fin être de classe C1. Continuons l'exercice. Donc là, on nous demande de trouver toutes les applications f qui vérifient ces conditions. Donc on a une équation aux dérivées partielles et des conditions aux limites. Cette forme est une forme plus facile pour calculer la fonction f, puisqu'elle ne fait intervenir qu'une seule dérivée partielle, même si elle est seconde. Il n'y a qu'une seule dérivée partielle de f. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une fonction f qui, lorsque je la dérive par rapport à y puis par rapport à x, j'obtiens cette fonction-là. Bon, ben, réintégrons alors. C'est-à-dire que quand je l'ai dérivé à la fin par rapport à x. Donc si j'intègre par rapport à x, je vais obtenir que la dérivée partielle de f par rapport à y devra être une primitive de cette expression par rapport à x. Une primitive de cette expression par rapport à x, c'est 2xy plus une primitive d'exponentielle x par exponentielle x, plus une fonction de y. Et de nouveau, je dis maintenant ma fonction, si ma fonction a une dérivée partielle par rapport à y égale à cette expression, j'intègre par rapport à y, j'intègre ça par rapport à y, ça fait 2x y carré sur 2, donc les deux s'en vont. Ça par rapport à y, ça fait exponentielle x fois y. Ça fait une primitive de ce b de y, donc grand B de y. Et je n'oublie pas la constante, qui est une constante de x. Donc, nécessairement, là je suis sur l'analyse, ma fonction doit ressembler à ça. Très bien, mais ensuite, je dois aussi avoir que f de x0 égale x carré. Donc j'évalue en 0, en y égale à 0, donc ça part, ça part, ça fait b de 0. Et donc je dois avoir b de 0 plus a de x, qui doit être égal à x carré. Donc a de x, c'est de la forme x carré plus une constante. B de 0 est une constante. De même, je dois avoir f de 0y égale 3y. Bon, ben, je vous laisse vérifier que on tombe sur cette condition. Finalement, la fonction f doit nécessairement, je suis encore dans l'analyse, être de la forme xy carré plus exponentielle xy plus x carré plus 2y.
réciproquement, il est facile de vérifier que cette fonction vérifie ces conditions. Donc là, on a trouvé une seule solution possible, et la réciproque me permet de conclure. Comprendre la différence entre ce type d'équation différentielle aux dérivées partielles et ce type d'équation aux dérivées partielles. Ça, c'est difficile parce que ça fait intervenir une combinaison linéaire de deux fonctions, de deux dérivées partielles. Ça, c'est considéré comme facile, même si c'est un ordre supérieur, parce qu'en fait, il suffit d'intégrer successivement par rapport à x, puis par rapport à y, et de chercher les conditions aux limites. Donc ça, c'est difficile. C'est difficile puisque ça fait intervenir une combinaison linéaire de deux dérivées partielles. On nous suggère de passer en polaire. C'est-à-dire que là, on a une expression en x et y, et on nous suggère d'écrire une fonction g qui sera polaire. Alors, le changement polaire, on a vu, c'est x égale r cos θ, y égale r sinus θ. Et quand je vais dériver g par rapport à r ou par rapport à θ, parce que l'idée c'est ça, c'est j'ai une expression, donc si je construis une nouvelle fonction de r et de θ, je vais maintenant dériver cette fonction g par rapport à r et par rapport à θ. Donc la dérivée de g par rapport à r, c'est df sur dx, dx sur dr, plus df sur dy, dy sur dr. Donc c'est la formule qu'on a vue tout à l'heure du changement en polaire, c'est cosinus θ df sur dx plus sinus θ df sur dy. Là, je ne reconnais rien pour l'instant. Notamment, il y a un plus, alors que là, j'avais un moins. Je reconnais vaguement x et y si je multiplie par r, mais ça semble pas exploitable parce que là, il y a un plus, alors que là, il y a un moins. Par contre, quand je calcule dg sur dθ, par la même formule, donc df sur dx, dx sur dθ, df sur dy, dy sur dθ, j'obtiens cette expression. Et cette expression, ça correspond exactement, donc là je reconnais le moins y, là je reconnais le x, ça correspond exactement à mon équation aux dérivées partielles. C'est-à-dire que le dg sur dr, je ne peux rien en faire, donc ça je peux l'avoir fait au brouillon, mais c'est pas la peine de le copier sur la copie à la fin. Par contre le dg sur dθ, je m'aperçois que dg sur dθ, c'est en réalité cette expression. Donc je dois avoir dg sur dθ qui est égal à 0. C'est une équation beaucoup plus simple, parce que là, je n'ai qu'une seule équation aux dérivées partielles. Qu'une seule dérivée partielle. Donc j'intègre g par rapport à θ, ça veut dire que g, c'est une fonction constante plus une fonction de r, donc en fait une fonction de r, fonction quelconque pour l'instant, et donc je remonte, puisque f de xy c'est g de r et θ, donc en fait c'est une fonction de r ici, g de f de xy, ce sera donc la même fonction petit a. Qu'est-ce que c'est que r? C'est racine de x carré plus y carré. Donc là il a fallu que je repasse aux coordonnées cartésiennes en connaissant le r et le θ. D'accord? Donc là le r, je l'exprime comme racine de x carré plus y carré. Donc, ouais, là il y a un 1 mais c'est pas forcément utile. Hein, c'est la même fonction ici. Ah mais non, parce que j'ai passé... pardon. J'ai passé au carré. Je suis passé au carré à l'intérieur. Donc, cette fonction a de la racine, ce sera une autre fonction a1 qui peut s'exprimer par une autre expression de x carré plus y carré. La fonction a1 devra être de classe C1. Encore une fois, là j'ai fait une analyse. Et ensuite, je cherche des fonctions de classe C1. Donc, nécessairement, si ça c'est de classe C1, comme ça, cette quantité est de classe C1, hein, comme x carré plus y carré de classe C1, le A1 doit être de classe C1. Donc en fait, on a fait basculer la racine dans le A1 pour assurer que le A1 soit de classe C1.
Alors, ce que je disais en commentaire quand on m'a posé la question vendredi en visio, c'est que cette expression-là, cette équation différentielle, elle correspond à ça. On a déjà vu le truc tout à l'heure. Si ici, j'ai un vecteur de coordonnées x, y, donc r cos θ, r sinus θ, en coordonnées polaires, si je tourne sur ce cercle, en fait, le vecteur dérivé ici, il va avoir pour coordonnées moins y, x. Quand le vecteur vitesse ici, quand je le fais tourner sur le cercle. Moins y, x, c'est en fait un vecteur, ici, qui est orthogonal au vecteur df sur dx, df sur dy. Qu'est-ce que c'est que ce vecteur? C'est rien d'autre que le gradient. Donc ce que signifie cette équation, c'est que le gradient de f doit être orthogonal au vecteur vitesse quand on circule sur la ligne de niveau, ici, qui est le cercle de centre 0 et qui passe par le vecteur, par le point de coordonnées x, y. Donc le gradient, il est comment? Il est comme ça. Alors comme ça ou dans l'autre sens, hein, mais il est perpendiculaire. S'il est perpendiculaire, qu'est-ce que l'on sait sur le gradient? On sait qu'il est orthogonal aux lignes de niveau. Et donc les lignes de niveau de ma fonction f sont exactement tous les cercles concentriques centrés en l'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma fonction, elle est constante sur tous les cercles centrés en l'origine. C'est-à-dire qu'elle ne dépend que du rayon, donc de l'éloignement de l'origine. C'est pour ça que ma fonction est une fonction du rayon. Alors maintenant, je voudrais un petit peu parler de ces exercices et vous guider un petit peu sur dans quel ordre vous devez les faire. Donc pour ceux qui seront arrivés jusqu'ici. Alors pour vous entraîner, peut-être commencer par l'exercice 10, qui n'est pas compliqué, ce sont juste des calculs de dérivées partielles, donc ça c'est calculatoire. Ensuite, ce que vous pourriez faire, c'est cet exercice, l'exercice 11. Là, il va falloir dériver 2 fois sur un changement de coordonnées. D'accord? Et donc en fait, à la fin, vous allez obtenir le Laplacien en coordonnées polaires. Donc l'expression que vous allez obtenir ici, ça va être le Laplacien en coordonnées polaires. Formule qui, je crois en physique, vous est donnée. Ensuite, ce serait bien de chercher l'exercice numéro 9. Donc l'exercice numéro 9, on vous donne une fonction et on suppose que cette fonction, en xy, s'exprime sous la forme d'une fonction phi de y sur x. Donc le y sur x, c'est la tangente en fait. Si on reprend le dessin que j'ai fait tout à l'heure, le y sur x, c'est la tangente. C'est-à-dire que le phi, il est fonction de la tangente que forme le vecteur avec l'axe des abscisses. Donc en quelque sorte, c'est une fonction de l'angle. Puis une fois qu'on a la tangente, on a l'angle. Donc là, votre fonction, elle ne dépend finalement que de l'angle du vecteur xy avec l'axe des abscisses. Donc elle ne dépend que f, c'est en fait une fonction, alors je vais la noter psi, puisque ce ne sera pas la même fonction phi, psi de θ. Tout à l'heure, on avait une fonction qui dépendait que du rayon, et là, on a une fonction qui ne dépend que de l'angle. Alors, la fonction qui dépend que du rayon, on avait une équation aux dérivées partielles, c'était df sur dy, x df sur dy, moins y df sur dx égale 0. Et bien là, vous allez trouver une équation aux dérivées partielles correspondante pour les fonctions qui ne dépendent que de l'angle.
Donc ça veut dire que les fonctions sont constantes sur toutes les demi-droites, comme ça. Elles vont vérifier cette équation aux dérivées partielles. Donc ces trois exercices sont les exercices à chercher en priorité. L'un pour les calculs de dérivées partielles classiques, le second parce qu'il fait utiliser la règle de la chaîne 2 fois, et le but c'est de trouver le Laplacien en coordonnées polaires, et celui-ci pour tomber sur une équation de dérivée partielle très similaire à celle de l'exercice précédent. Et puis ensuite, ceux qui sont plus courageux pourront revenir sur les fonctions. Alors ça c'est un peu plus théorique. On a une expression et puis il faut vérifier que la fonction est continue de classe C1 ou n'est pas de classe C2. Ici, en fait, on va montrer que la fonction n'est pas de classe C2, donc en calculant les dérivées partielles successives et en vérifiant les conditions de continuité des dérivées partielles successives. Voilà, donc ces 5 exercices à préparer en priorité. Les autres sont uniquement pour ceux qui iront un petit peu plus vite et qui auront encore un petit peu de temps. Les 3 premiers sont à chercher demain matin. Demain midi, enfin demain 11h, on fait une visioconférence de bilan. Ce serait bien de préparer des questions sur ces 3 premiers exercices. Et éventuellement les 2 suivants, le 13 et le 14. Ensuite, je vous donnerai les corrections, donc dans l'après-midi. Vous ferez votre colle. Et on fera une visioconférence à la fin de la semaine pour parler des autres exercices, pour voir si, à partir des corrections, vous avez encore des soucis et des choses à éclaircir. Donc voilà votre programme pour demain et pour préparer la fin de la semaine. À partir de mercredi, on fera aussi des révisions, mais ça je vais vous donner, je vous ai expliqué un planning détaillé pour entamer ces révisions. Bon courage!